15 cm de long sur 11 cm de large. Couverture cartonnée souple au grain agréable. Page blanc cassé et lignes gris foncé, j'y dépose ce qui me vient, ma vie, mes idées. Bienvenue dans mon carnet. Salut à tous, je m'appelle Julien Courant et je suis ravi de vous accueillir dans ce premier numéro de Mon Carnet. Un de mes grands hobbies dans la vie, c'est l'écriture. J'écris depuis toujours et malgré quelques pauses plus ou moins longues au cours de ma vie, je pense que je ne m'arrêterai jamais. Et comme tout écrivain du dimanche qui se respecte, il y a un objet que j'ai toujours à portée de la main, mon carnet de notes. J'y inscris mes idées, de nouvelles, de podcasts, de livres, des moments de vie, des concepts, bref, un peu tout ce qui me passe par la tête. Au fil des années, j'ai fini par remplir pas mal de carnets. En tout cas, suffisamment pour occuper les 15 prochaines années. Mais faute de temps, de motivation et de talent, tout ça reste pour le moment inutilisé. Ce podcast, c'est ma façon de donner une seconde chance à tous ces projets rejetés, abandonnés ou tout simplement mornés. J'avais envie de faire vivre et de partager ces mondes imaginaires qui vivent en moi, toutes ces histoires que j'aimerais un jour raconter d'une façon ou d'une autre. À chaque numéro, je pioche une idée notée dans un de mes carnets, je la transforme en une petite histoire le temps de vous la raconter. Et voilà, c'est tout. Je trouve qu'une idée, bonne ou mauvaise, c'est mieux quand on la partage. Elle n'est plus tout à fait à moi, ni tout à fait à vous. Elle va faire son petit bonhomme de chemin et choisir quelqu'un qui saura quoi en faire. Et ça, je trouve que c'est plutôt chouette. On commence, ça vous dit ? Pour ce premier numéro, j'ai déterré une de mes plus vieilles obsessions, la femme kiwi. En entrant dans le combini, Alice hoche la tête à l'adresse de l'employé qui la reconnaît. Celui-ci offre un sourire de connivence avant de retourner à son jeu sur mobile. Alice traverse la supérette jusqu'au rayon des plats préparés et attrape mécaniquement une barquette de yakisoba qu'elle dépose dans un panier en plastique vert à son bras. C'est la 3e fois cette semaine qu'elle mange des nouilles sautées. Ce plat a quelque chose de rassurant. Dans cet océan de barquettes réfrigérées, difficile de se lancer dans l'inconnu. La perspective de parier 700 yens dans un déjeuner potentiellement écœurant la décourage. Le budget est serré après tout. Pas de place à l'improvisation. Son maigre salaire à la plonge de la cantine du quartier ne lui permet pas ce genre de fantaisie. C'est pour la même raison qu'elle n'achètera jamais un de ces magazines qu'elle feuillette pour passer le temps. Des mangas, des magazines de mode, des pornos parfois, le guide des restaurants de Nagoya, tout y passe. En l'absence d'ordinateur portable ou de télévision dans sa chambre, ces moments passés à flâner dans la supérette de quartier sont ce qu'il y a de plus proche d'un divertissement. Absorbée par la lecture du Jelly de septembre, Alice ne remarque pas la jeune femme qui s'installe à ses côtés pour feuilleter le même numéro. Sur le papier glacé, de belles femmes aux grands yeux et bouches boudeuses prennent la pose devant l'objectif pour un prétexte qui lui restera à jamais inconnu. Alice ne parle pas un mot de japonais et n'a jamais vraiment eu le loisir de s'y essayer depuis qu'elle est arrivée il y a 2 mois. Tout en tournant mécaniquement les pages, elle se dit que, mis à part les caractères japonais, Jelly ressemble à n'importe quel magazine de mode féminin. Une odeur vient couper court au train de ses pensées. Un parfum étrange. Un parfum qui lui fait tourner la tête vers sa voisine. Cette odeur lui brouille les sens. Ça ne ressemble à aucune fragrance ou shampoing connu. L'odeur, bien que fruitée, est trop lourde, organique, chargée de transpiration, de sébum ou de phéromones aussi sans doute. Sa voisine de lecture lui rend un sourire complice. Ce n'est pas le fait que cet inconnu sente bon ou pas. Ce parfum qui pénètre ses narines, il semble à Alice que c'est ce qui définit cette personne tout entière. Cette odeur la définit, oui. Comme si, en lui retirant ce parfum, cette personne cesserait d'exister tout à fait. Une odeur qui lui fait penser au kiwi. Après quelques instants, la femme kiwi s'incline imperceptiblement avant de partir pour la caisse. Dans son panier, le magazine et une barquette de yakisoba. Alice voit ça comme un signe. Un signe de quoi, elle ne sait pas. Tout en réglant ses propres achats, Alice observe son inconnu quitter le combini et s'engager sur la grande avenue en direction du parc. Lorsqu'elle sort à son tour, Alice peut encore percevoir quelques notes du parfum entêtant. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? se demande Alice en boucle. Elle suit l'inconnu du combini depuis plusieurs minutes tout en maintenant une distance raisonnable. Sur le large trottoir qui longe la 4 voies, les 2 femmes marchent à petits pas, sac en plastique à la main. L'inconnu du combini a les yeux rivés sur son téléphone portable et des écouteurs dans les oreilles. Elle porte un assemblage improbable de vêtements, ce qui avait complètement échappé à Alice lorsqu'elles étaient toutes les 2 dans la supérette. Ses longs cheveux noirs brillants sont attachés en une queue de cheval qui se balance au-dessus d'une doudoune Uniqlo bleue.
Il en déborde un flot d'étoffe blanche légère, quelque chose qui semble précieux. Elle porte un pantalon très rouge, très ample aux jambes, tellement qu'on dirait parfois une jupe longue. Ses pieds ne sont couverts en cette mi-octobre que par d'épaisses chaussettes blanches et des sandales tressées. L'inconnue s'enfonce à travers les arbres épais du parc Ataya sans lever son nez du portable. Elle sait très exactement où elle va. Alice doit se rapprocher pour ne pas la perdre de vue. Et chaque craquement de branche sous ses pieds lui fait serrer les dents de peur que son inconnue se retourne. Elle ne le fait jamais finalement, trop absorbée par sa musique et ses lectures. Son odeur de kiwi se mêle à celle des arbres et de l'humus. Le parc débouche sur un terrain de baseball et l'inconnue s'assied avec précaution sur un banc près de l'entrée. Alice la contourne à distance et va s'installer sur un banc plus loin, de l'autre côté des grillages du terrain. Les va-et-vient des joueurs dans le stand et sur la première base les masquent l'une à l'autre. Mais en faisant attention et en sachant où regarder, Alice parvient à percevoir la jeune femme qui entame son déjeuner tout en regardant le match entre clubs du quartier. Notre jeune diplômée décide d'imiter la jeune femme à l'allure étrange et sort sa propre barquette de yakisoba. Elle est encore chaude. Toutes les deux, elles mangent, suivant d'un regard absent les mouvements des équipes et les hurrahs des points marqués. Le repas terminé, elles reprennent la route. La femme kiwi marche d'un pas tranquille, oscillant légèrement au rythme de sa musique intérieure. Alice la suit de loin, comme si ça allait de soi, et observe le paysage urbain. Elles rejoignent la station de métro Jingonishi et s'engagent dans Fushimi-dori, une 4 voies qui longe le grand sanctuaire Shinto, Atsuta Jingu, dont on devine la verdure par-dessus le mur d'enceinte en pierre de l'autre côté de la rue. Elle longe un lycée qui résonne au son des clubs de musique et de sport, puis passe devant une minuscule boutique de riz aux allures de grotte en ciment. Quelques petits temples en bois pourri marquent la mémoire de ce qu'a pu être cette ville avant d'être totalement rasée par les bombardements. Il semble à Alice que c'est la première fois qu'elle sort de chez elle. Depuis 2 mois, elle enchaîne les mêmes trajets, entre le travail et la pension, entre la pension et le combini, entre la pension et le McDonald's, pour profiter du Wi-Fi et quelques épisodes de série, le temps d'un café. Elle ne connaît rien de Nagoya, elle ne connaît rien du Japon, et elle n'a finalement rien appris de plus sur elle-même, alors que son visa de tourisme expire le mois prochain. À sa remise de diplôme il y a 2 mois, sur l'estrade, sous la lumière des flashs de parents émus, Alice souriait comme on lui avait toujours appris. Mais jamais elle ne s'était sentie aussi vide. Piégée sur les rails d'une vie que ses parents avaient choisie pour elle, elle avait décidé de s'enfuir le plus loin possible. Pour faire le point, pour essayer de se redécouvrir. Raté. Les 2 femmes passent sous un grand torii en bois brut, marquant ainsi leur entrée dans le domaine des dieux. L'inconnue accélère le pas, et Alice, qui ne faisait pas attention, se fait peu à peu distancer. Elle est tout à son observation des arbres centenaires, des petits hôtels et temples annexes. Elle ne réalise que trop tard, en voyant la femme kiwi rejoindre le bâtiment principal par une entrée dérobée sur le côté, s'inclinant au passage d'autres femmes en blanc et rouge tout comme elle. Alice, ne sachant quoi faire, prend son tour dans la file d'attente des visiteurs, le cœur serré. Les locaux se retournent, pour mieux la dévisager d'un air curieux, son lot quotidien. Sa peau noire et ses longs cheveux crépus font d'elle une bête étrange ici, qui attire les regards intrigués. Elle croyait s'être habituée. Mais en cet instant, elle se sent soudain plus triste et seule que jamais. La seule chose que retient Alice de cette visite du temple principal, c'est qu'il est censé accueillir Kusanagi no Tsurugi, le sabre faucheur d'herbe. L'un des 3 grands trésors mythologiques japonais. Un sabre offert selon la légende par la déesse du soleil Amaterasu au premier empereur du Japon. Alice sourit en repensant au sérieux contrit des visiteurs japonais et de leurs guides devant la porte scellée censée mener au fabuleux trésor. Tout ça, ça tient du conte de fées. Quand on y réfléchit, ce n'est pas plus farfelu que cette histoire de type qui ressuscite pour ensuite s'envoler et rejoindre Dieu le Père. Alors qu'elle s'apprête à quitter le sanctuaire, Alice aperçoit un attroupement près du pavillon secondaire. S'approchant un peu plus, elle distingue les silhouettes des 2 jeunes femmes habillées, tout comme l'était son inconnue du combini. Elle se fraye un chemin jusqu'au premier rang, peuplé de vieilles personnes souriantes qui attendent avec ferveur le début de la performance. Cette fois, pas de doudoune Uniqlo pour venir cacher les sortes de chemises aux manches amples et motifs floraux délicats que portent les 2 prêtresses. Une parure dorée en forme de demi-rosace ainsi qu'une bande de papier blanc et rouge
ornent la longue queue de cheval qui glisse dans leur dos. Elles tiennent à la main un bâton garni de grelots dorés et prolongé de plusieurs rubans, rouge, jaune et vert. Les deux jeunes femmes irradient d'une pâleur presque surnaturelle. Alice détaille le visage de l'une d'elles, cherchant à savoir si cela tient à l'éclairage ou bien à leur maquillage, lorsqu'elle croise le regard de sa femme kiwi. Son cœur s'arrête net. C'est l'une des deux danseuses. L'espace d'un instant, celle-ci lui sourit et esquisse un léger coucou de la main. Puis, la musique démarre et le sérieux revient sur son visage. Il s'agit d'une danse en l'honneur des dieux, apprendra-t-elle plus tard. Les deux femmes, vaisseaux des divinités le temps d'une chanson, exécutent en harmonie une série de pas et de grands mouvements de bras lents avant de s'immobiliser et faire tinter les grelots. Le soupir de la flûte, le tambour qui marque un rythme grave, le tournoiement de ses vêtements d'un autre temps, le tintement des grelots, la beauté de ces femmes, le parfum de son inconnu, des nues, qui lui parvient poussé par le vent. Pendant les quelques minutes que dure la danse, Alice est captivée. À la fin de la chanson, son inconnu lui fait signe d'attendre avec le plat de la main, avant de montrer ses vêtements de l'index. Elle lui lance quelques mots en japonais à la sauvette, avant de filer à l'intérieur du pavillon. Alice n'a pas compris un seul mot. Alors elle se contente d'attendre, le cœur battant à tout rompre. Dans le métro qui les conduit au cœur du quartier animé de Shinsakae, c'est Takuya qui fait la conversation. Son anglais est désastreux, mais son enthousiasme comble cette lacune. Tu sais, Takuya, c'est un prénom de garçon. Mes parents voulaient un garçon, et voilà, je suis arrivé. Mais moi j'aime bien mon prénom, dit-elle. Alice ne sait pas quoi répondre, à part que c'est un joli prénom. En tout cas, il lui va bien. Elle ne sait pas pourquoi Takuya lui a proposé d'aller boire un verre. Sans doute par fétichisme. Elle en a entendu parler sur des forums. Peut-être afin de pouvoir pavaner auprès de ses connaissances, en compagnie d'une étrangère à la peau noire. Vous avez vu comme je suis cosmopolite ? Quelque chose dans ce genre. Quand bien même ce serait le cas, Alice s'en fiche. Assise à ses côtés dans le métro, son parfum l'enveloppe tout entière et lui fait tourner la tête. Alice ? T'es comme dans Disney, pas vrai ? Tu m'as suivi depuis le Combini, alors ça fait de moi le lapin de l'histoire. Une sueur froide parcourt le dos de la jeune diplômée. Elle ouvre la bouche en grand mais ne trouve pas les mots. Takuya s'est rendu compte qu'elle la suivait depuis le début. La honte la submerge. Alice tente de bredouiller des excuses. C'est une blague, ne t'inquiète pas, la rassure sa voisine de siège. Tu devrais voir ta tête. Elle marque une pause. En tout cas, Alice, je t'emmène dans le trou de mon terrier. Prépare-toi. Peut-être que tu n'en ressortiras jamais, dit-elle avant d'éclater de rire. Le terrier de Takuya est un petit bar au 4e étage d'un immeuble étroit et tout en hauteur. L'ascenseur arrive directement dans l'établissement, ce qui donne d'emblée à l'endroit un caractère étrange. C'est petit, peut-être 12 mètres carrés. La place pour un comptoir de bar et 3 petites tables rondes. La lumière est rose et tamisée. L'endroit est peuplé uniquement de femmes qui lèvent la tête et détaillent Alice lorsqu'elle arrive. Leur regard n'a rien à voir avec celui des touristes au temple. Takuya s'installe au bar et commande une bière. C'est toujours un bon début, non ? dit-elle avec un sourire. Alice l'imite. Elles trinquent ensemble, puis boivent dans un silence tendu. Alice regarde autour d'elle les femmes d'âge divers qui discutent et s'embrassent parfois. Elle a bien compris l'endroit où l'a emmenée sa femme kiwi. Et pour la première fois de sa vie, elle va faire un choix. Un choix qui la concerne. Un choix qui va déterminer l'adulte qu'elle deviendra. Et malgré la terreur qui la saisit, elle choisit de devenir elle-même et rester dans ce terrier avec Takuya. Ses mains tremblent et son cœur menace d'exploser. Tu sais Alice, lui dit doucement Takuya, j'étais comme toi il y a quelques années. J'étais perdu. Je suis content d'être ton lapin. Elle pose sa main sur la cuisse d'Alice et approche son visage. Alice ferme les yeux. Son parfum l'intoxique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. En ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cette petite histoire. D'une certaine façon, j'en suis enfin délivré de cette femme kiwi qui traîne depuis 10 ans dans mes carnets. Et même si je ne m'interdis pas d'y revenir dans le futur, cette idée elle ne m'appartient plus tout à fait désormais. Elle est un peu à vous aussi maintenant. Je vous autorise à l'inscrire dans votre carnet si vous voulez. D'ailleurs, je serais curieux de savoir. Et vous cette idée ?
qu'est-ce que vous en feriez ?